Eh bien bonjour, bonjour à tous madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes, la 4e édition de la semaine avec la presse qui est disponible dans les kiosques ce matin. Comme toujours, la nouvelle expression qui parle du nord-ouest avec les sécessionnistes qui libèrent 117 détenus. C'est le grand titre du journal. L'attaque spectaculaire a eu lieu à la prison principale de Woum par les hommes armés. C'est la deuxième fois en un an depuis le déclenchement de la crise anglophone. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également du scrutin du 7 octobre prochain. Fermeture envisagée de 6 écoles à Bastos, c'est du côté de Yaoundé. Le journal s'intéresse également à autre chose parlant de bonne gouvernance. Ce que proposent les présidentiables, la nouvelle expression dans une série confronte d'ailleurs les innovations que les différents candidats à l'élection présidentielle veulent d'ailleurs apporter à la bonne gouvernance. C'est en page 10 et 11 de ce journal. Le journal parle également du département de la Ménois avec les Amazoniens qui incendient un CES. Un groupe d'assaillants a fait donc irruption à Fosson et Lelem dans l'arrondissement de Fongo-Tongo. Le directeur a été molesté et jeté dans un ravin. C'est ce qu'on peut lire. On peut lire en page 2 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Info Matin qui est dans les kiosques parle de notes de lecture. François-Xavier Etoga décrypte Paul Biya. Le recteur de l'université de Douala donne son avis d'expert après avoir pris connaissance de la dernière version pour le libéralisme communautaire. C'est ce que dit le journal en page 3. Le journal parle également des manipulations. La rumeur tue Nyat Ndifendi à Genève alors que le président du Sénat est interné depuis le 17 septembre 2018 à l'hôpital américain de Paris pour un bilan de santé. C'est en page 2 de ce journal disponible dans les kiosques ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Parlant du budget d'investissement public 2018, une exécution fortement influencée au premier semestre de l'année en cours. Donc les résultats sont en nette régression comparativement à la même période en 2017. Dossier à lire de la page 5 à la page 7 du journal Info Matin de ce matin. Le journal La Météo parle de campagne électorale. Paul Biya tire les oreilles de Jean Koueté, à lire dans le journal disponible ce matin. En page 3, le même journal parle de la présidentielle 2018. Le message de Laurent Esso aux communautés de l'Ouest et du littoral après avoir échangé avec ses chefs Sawa hier en matinée. Le garde des Sceaux a reçu en audience également dans l'après-midi les chefs des communautés Bamileke et Bamoun en page 4 du journal. Et puis on parle aussi de la gendarmerie avec une nouvelle salle de vidéosurveillance. Donc le bâtiment flambant neuf et super équipé a été réceptionné le 24 septembre dernier à Yaoundé par le secrétaire d'État à la Défense, Galax Etoga. En page 3 du journal disponible ce matin dans les kiosques. Le journal qui est un autre journal qui est disponible, c'est bien entendu Émergence qui est dans les kiosques aussi, qui s'intéresse à l'actualité et qui propose ce matin d'autres informations que je vous invite à découvrir, parlant notamment des boursiers qui sont aujourd'hui en difficulté. Parlant des boursiers, on apprend de l'enseignement supérieur, dont ces boursiers camerounais abandonnés à leur sort par l'État au Maroc et bien entendu en Tunisie. Et en parcourant l'article de ce matin, on peut découvrir qu'ils n'ont pas reçu un copec depuis pratiquement plusieurs mois aujourd'hui. Et donc, tandis que certains crient leur colère, il y a que le gouvernement reste pratiquement muet sur la question. Pourtant, ils sont des enseignants et ils veulent donc rentrer dans leurs frais. C'est en page 5 du journal. C'est à la suite de l'enquête qui a été menée par le journal Émergence de ce matin. Le journal parle également de la présidentielle avec le nombre d'électeurs par région désormais connu. C'est ce que dit le journal. Et avec également à Etoudi 2018, à Tangandi annonce une marche de soutien à Paul Biya ce jour à Yaoundé. C'est dans la page 5 de ce journal Émergence. Voilà ce que la presse propose, celle que nous avons reçue en notre rédaction ce matin. Guy Fongan, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent le même plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent chez nous ici au Cameroun. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour Eric Nyat, le fils du président du Sénat. Donc je voudrais à ce moment douloureux lui apporter tout mon soutien parce que les réseaux sociaux ont dit tout et n'importe quoi. Donc je voudrais c'est un sujet en tout reste cas, fort nous allons aborder le sujet tout à l'heure. Donc dans le journal, dans la plupart des tabloïds qui sont revenus sur la rumeur qui tue Nyat. C'est d'ailleurs l'un des titres aussi à découvrir dans le journal ce matin. Donc bonjour Kamini. Flavien Valadon, bonjour. Bonjour Guy Fongan et félicitations pour votre flamboyant NEPAP. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ah, le nœud papillon le NEPAP. Je cherchais, en tout cas si c'était à mon coup. D'accord, merci.
donc nous commençons par ce sujet qui parle de manipulation, la rumeur qui tue Niat à Genève, alors que il est le président du Sénat est donc interné depuis le 17 septembre dernier, où il suit des soins, tout naturellement, à l'hôpital américain de Paris. C'est dire que le grand public camerounais a dû comprendre l'effet néfaste de ces réseaux sociaux qui prennent plaisir à véhiculer n'importe quelle information et multiplier, surmultiplier, et même à citer des sources qui ne sont même pas responsables, parce que dans les réseaux sociaux, on a d'abord entendu dire que le président Niat est décédé à Genève, source JICAM. Alors, il y a tout de même des Camerounais qui ont commencé à se demander, mais est-ce que Niat était membre du JICAM et tout ça? Donc, ces personnes déjà sceptiques, qui sont assez suspicieuses, ne sont pas tombées dans le panneau. Et ensuite, on a commencé, oui, on a contacté la famille confirme. Non, sincèrement, vous ne pouvez pas dire qu'on doit laisser perdurer cette situation d'indécence et de manipulation nocive, parce que c'est anormal. Ce n'est pas normal que les gens passent leur temps à jouer sur les réseaux sociaux comme s'ils étaient dans une cour de récréation. Imaginez annoncer le décès d'un haut commis d'État, que les uns l'aiment ou que les autres ne l'aiment pas, mais c'est une personnalité de la République, c'est la deuxième personnalité de la République. On ne peut pas dire à la légère que cette personne est décédée en invoquant comme source sa famille, en invoquant comme source le JICAM. Alors le JICAM a été obligé de balancer un démenti. La famille a dit, et d'ailleurs Equinox Télévision, moi je pense à eu en direct la famille pour tordre le cou à cette rumeur qui a vraiment fait du mal à beaucoup de personnes. Et moi je pense qu'il va falloir à partir de cela prendre des mesures pour que vraiment des mesures assez répressives soient menées contre les gens qui se sont professionnalisés dans la diffusion de Facebook, des fake news dans les réseaux sociaux. Alors la rumeur tue Niat, c'est une formule utilisé par la plupart des tabloïds, un peu comme on a annoncé le décès du chef de l'État, la rumeur tue le chef de l'État, bien d'autres personnalités du pays sont passées par là. Je suis de ceux qui pensent que les réseaux sociaux, en ce moment dans ce pays, c'est un vrai cancer pour la qualité de l'information au Cameroun. Et c'est très regrettable. Vous avez observé, moi je suis encore de ceux qui pensent que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. J'ai vu des journalistes relayer une information comme quoi le JICAM confirme la mort de j'étais totalement scandalisé, mais c'est révoltant. Je dis, au nom de quoi c'est au JICAM d'annoncer la mort du président Niat? Quand on fait preuve d'un peu de bon sens, au nom de quoi le JICAM viendra dans la mort? C'est totalement surréaliste. Et quand je vois des gens relayer ça, je pense que ce nivellement vers le bas doit vraiment cesser. C'est un vrai danger, c'est un vrai cancer pour l'information. Et c'est regrettable. On peut aller plus loin. Vous avez observé ces jours également, comme moi, il y a eu une information, c'est encore le dictat des réseaux sociaux, qui indiquait que l'ECAM a interdit les téléphones dans les bureaux de vote. Parce que quelqu'un est resté chez lui, il maîtrise 2 ou 3 trucs sur Photoshop, on a conçu un visuel, on a balancé sur les réseaux sociaux, ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux, et même les gens ont commencé à relayer, même des leaders de partis politiques ont commencé à écrire des longues lettres à l'ECAM pour indiquer leur ras-le-bol. Alors que nulle part, on a vu un courrier, une note de l'ECAM qui interdisait ce note. Vous voyez, il y a une sorte de frilosité qui moi, me gêne. C'est une sorte de gangrène? Oui, c'est une gangrène. Il y a un nivellement vers le bas qui est révoltant. Personne n'a vu la note de l'ECAM. Personne ne l'a vu. Sauf qu'on a vu un visuel sur les réseaux sociaux et tout de suite, tout le monde s'est fendu en communiqué pour interdire, pour dire comment est-ce qu'on met la démocratie. Alors que l'ECAM n'avait produit aucune note nulle part. Et c'est la même chose avec ce qui se passe avec Niat. Donc il faut que ce nivellement vers le bas cesse et que les professionnels de la plume et de l'information prennent leurs responsabilités et mettent hors d'état d'une... Parce qu'aujourd'hui, vous avez une nouvelle espèce qui est née, qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Donc voilà une nouvelle race de personnes qui contribuent à plomber la qualité... À pourrir. À pourrir totalement la qualité du travail, du traitement, de recoupement et de diffusion d'informations qui est faite par des gens qui ont appris le b.a.-ba de ce métier. Et puis je trouve que il est temps vraiment que ce nivellement vers le bas
à mon sens, doit vraiment cesser. Oui. C'est révoltant. Camille, c'est pour sortir du sujet. Oui, pour sortir du sujet. Et d'ailleurs, vous voyez la maladresse de ces lanceurs d'alerte. Ils disent que le président Niat est mort à Genève, alors que sa famille et beaucoup de gens savent très bien qu'il a été, quand il a eu un malaise, il a été envoyé à l'hôpital américain de Paris. Alors, personne n'a rien vérifié du tout. Mais vous, Guy Avefonga, qui êtes quand même un spécialiste de la presse en ligne, dites-moi, quand vous dites qu'il faut faire quelque chose, vous pensez qu'il faut faire quoi contre ce genre de fake news et surtout la banalisation de ces mauvaises nouvelles qui tétanisent carrément les Camerounais? Bon, enfin, je pense que non, une phrase pour dire rapidement que Oui, Facebook était ici, ou alors si vous voulez, les dirigeants de Facebook étaient au Cameroun il y a quelques temps pour initier une série de formations contre les fake news. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont, je veux dire qu'il y a des astuces pour pouvoir repérer qu'une information est fausse ou elle est vraie. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, j'allais dire, vous rassurer de l'authenticité d'une information quand la source n'est même pas forcément identifiable. C'est comme j'ai vu vous avez des sites qui ont autorité, vous avez des sites qui sont crédibles. Donc aujourd'hui, on peut savoir que ce type d'information, quand ce n'est pas relayé par au moins 3, 4, 5 sites sérieux, alors vous devez prendre l'information avec des pincettes et ne pas tout de suite vous engouffrer et relayer ça dans toutes vos plateformes. Parce que quand l'information est avérée, vous voulez dire, il faut de manière naturelle, il faut une confrontation des sources. Oui, chacun devrait pouvoir mener cet exercice. Parce que quand l'information est exacte, elle est vérifiée, au moins vous êtes à peu près certain qu'au moins 4 ou 5, 6 organes sérieux vont la relayer. Tant que ce n'est pas fait, il faut la prendre avec des pincettes. D'accord. Alors, donc on va laisser le son au lecteur d'aller lire ce que la presse propose, le journal Info Matin, qui parle donc de manipulation, la rumeur, Tuniat à Genève, alors que le président du Sénat est donc interné depuis le 17 septembre dernier à l'hôpital américain de Paris pour un bilan de santé. Il y a Émergence qui fait savoir que Nyan Difendi se porte bien. Voilà, donc on peut dire aussi dans le même journal. Autre chose, ce matin, la Nouvelle Expression parle du Nord-Ouest avec les sécessionnistes qui libèrent 117 détenus et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'est la deuxième évasion massive perpétrée par les sécessionnistes en l'espace de 2 ans. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui est d'assez effarant. On ne peut pas dire que ces sécessionnistes ont balancé sur le net des messages ces derniers temps, à travers lesquels ils disent qu'ils vont venir délivrer leurs comparses qui sont emprisonnés dans les prisons de Douala et de Yaoundé. Comment est-ce que les autorités chargées de la sécurité n'ont pas pu lire à travers cette menace, qui n'est jusqu'à présent qu'une menace, la possibilité pour eux de rééditer le coup qui avait été fait la première fois dans le Sud-Ouest. Donc, je pense que dans cette période critique, il y a un moment où de forts contingents d'éléments de la sécurité sont envoyés dans le Nord-Ouest. Il y a tout de même des sites stratégiques à protéger particulièrement, notamment les prisons. Si on ne peut pas protéger les prisons de façon valable, on doit délocaliser les prisonniers pour les envoyer dans des endroits un peu plus sécurisés. Mais on ne peut pas dire que à Woum, par exemple, cette prison qui a 117 détenus, mais qui n'a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité à Woum. Comment peut-on laisser cette prison être gardée par quelques gardiens de prison qui, la nuit, ont été surpris par des gens qui sont passés le plus simplement du monde par une échelle à l'arrière de la prison? Je pense qu'il y a un travail de sécurisation d'un certain nombre de sites bien précis à faire qui n'est pas fait par des autorités. Il faut faire de la prévention. Il faut se dire que ces gens peuvent aller attaquer par là. Ils peuvent aller attaquer les décès. Ils peuvent aller attaquer les bureaux administratifs. Il ne suffit pas de mettre à la disposition de chaque sous-préfet 40 militaires. Non, il ne suffit pas de cela. Il faut par exemple sécuriser et les commissariats. Regardez par exemple, ce matin, le commissariat de sécurité publique de Limbe a été attaqué. Il y a 2 inspecteurs de police qui ont été tués et 2 pistolets mitrailleurs emportés. Il faut sécuriser les commissariats de police. Il faut sécuriser les brigades de gendarmerie. Il faut augmenter les effectifs de militaires sur un certain nombre de sites sensibles. Moi, alors, chaque fois que les exécutions sont déroulées, ce sont des armes qui ont été emportées. Il y a des armes qui sont emportées. Il y a des armes qui ont été emportées, même à Woum. Il y a quelques armes, quelques fusils qui ont été emportés. Il y a eu 117 prisonniers qui sont enfuis. Bon, il y en a une trentaine qui sont revenus d'eux-mêmes en se disant qu'il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Mais pendant ce temps, c'est une immense battue. Et imaginez que sur les 117 qui sont partis maintenant, et qui estiment que, sur ceux qui sont partis, et qui estiment qu'ils doivent la liberté en Baboy, imaginez le nombre de ceux-là qui peuvent aller maintenant grossir leurs troupes. Il y a vraiment un travail de prévention, un travail comment dire, un travail
qui puisse permettre aux autorités de se dire qu'ils peuvent attaquer par là, ils peuvent attaquer par là. Et là, surtout que les messages circulent, en tout cas. Les messages circulent. Des messages envoyés par ces derniers, même si c'est une seconde opération, on se souvient quand même que la toute première a créé également avec plus d'une centaine de personnes parties de la même façon. Je suis surpris par la banalité avec laquelle les gens en parlent. On parle d'un groupe armé d'individus qui viennent dans une prison et qui libèrent 117 personnes. 117, on se croirait dans un film américain, dans un scénario hollywoodien. Je pense que si c'est assez grave ce qui se passe, il faut bien, j'aime souvent rappeler que si l'État est fort, il nous écrase, mais s'il est faible, nous périssons tous. Parce qu'avec je ne veux pas dire que les sociétés gagnent du terrain, mais on voit bien que de plus en plus, les attaques se font de manière violente et ouverte, et ce n'est pas de nature à rassurer les populations. Parce que s'ils peuvent débarquer dans une prison et libérer les leurs qui ont été incarcérés, et en partant emporter les armes avec eux, ça veut dire qu'on est dans un État qui est à terre, qui est à genoux. Et c'est assez gros, c'est assez flagrant. Et quand on fait un rapprochement des faits, vous voyez bien que l'incident qui a eu lieu à l'hôtel Sawa, vous avez 3 versions. Vous avez la version de l'hôtel Sawa, vous avez la version du consulat de France, vous avez la version du gouverneur. Et ce n'est pas de nature à ramener la sérénité. Tant que les saisonniers peuvent évoluer comme ils sont dans un no man's land, alors je crois que là c'est très grave. Si même en plein jour, on peut être attaqué, j'allais dire dans un des hôtels qui a priori est censé être un des endroits les plus sécurisés. Alors, voilà. Chaque jour qui passe, il y a une nouvelle méthode qui est mise en jeu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Notamment avancer. Il faut bien que l'État prenne ses responsabilités et sécurise les populations. On peut attaquer les gens dans une prison, dans un hôtel. Imaginez les simples citoyens. Ça veut dire que les populations sont à la merci des terroristes et des sécessionnistes, et c'est très grave. Très bien. Alors, donc, on va lire l'article en page 3. C'est un article qui relate un peu ce qui s'est déroulé à Oum, Kaminele. Oui. Ce sont des questions de sécurité. Ce sont des questions de sécurité. C'est pour ça que moi je le maintiens. Il faut absolument que les personnalités chargées de la sécurité des personnes et des biens fassent œuvre de prévention. Imagine que ces gens peuvent attaquer à tel endroit. Il faut même qu'ils infiltrent les populations déjà qui en ont ras le bol. Il y a certaines personnes dans les populations qui commencent à renseigner, mais seulement il faut déjà prendre un certain nombre de mesures conservatoires qui empêchent que des exploits, parce que c'est un exploit pour eux. Parce que quand toute la communauté internationale réalise que des hommes armés ont réussi à assiéger une prison et à libérer tout le monde, mais c'est très grave. Mais or, la faute à qui? La faute, c'est pas la faute aux gardiens de nos prisons qui ne font rien du tout. La faute est à ceux qui n'ont pas pris les mesures en se disant que ces gars peuvent aller attaquer une prison. Ils l'ont fait une fois, ils peuvent le faire une fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser toutes les prisons qui existent dans la zone du sud-ouest et du nord-ouest? Parce que c'est autant de choses. Regardez par exemple ce collège qui a été, lui alors il a été attaqué dans le département de la Maine-Noire. Dans la Maine-Noire. Bon alors, ces bandes armées sont en train de tout faire pour déporter la psychose, non seulement qui est déjà flagrante. Les populations ont réagi, c'est ce qu'on lit dans le journal. Les populations sont exaspérées par tout cela, c'est-à-dire les hommes en tenue qu'on a laissés, en tout cas on a envoyé dans cette partie du pays pour sécuriser les personnes et les biens, restent plutôt en ville, c'est ce que les populations disent, alors qu'en périphérique, il y a des exactions qui se poursuivent. Il faut qu'il y ait des mesures fortes sur le terrain. Il faut que des mesures de prévention soient menées. Il faut que des stratégies même d'infiltration et de traque soient menées. L'armée ne peut pas rester sur une position attentiste. L'armée doit être offensive. L'armée doit prévenir. Et en prévenant, moi je pense que ça peut éviter des choses comme celles qu'on a vues dans une prison. Imaginez 117 détenus de droit commun qui se retrouvent dans la nature. Imaginez maintenant ce que ça fait comme personnes, nouveaux membres qui vont être enrôlés dans les Ambaboy. C'est terrible. Et moi, je pense que ça, il faut que les services de sécurité se réunissent et prennent une nouvelle formule pour faire face à ce genre de... Guy, il y a le CS de Fosson et l'ELEM qui a été incendié et les populations sont sorties juste après pour dire leur ras-le-bol face à tout ce qui se déroule dans leur village et que ces hommes en tenue essaient quand même d'atteindre les coins qui sont en retrait aussi, parce qu'elles veulent aussi être en sécurité.
Il n'y a pas que les grandes villes qui doivent être en sécurité selon l'article de la nouvelle expression. Oui, je refuse de croire que la nouvelle expression contribue à augmenter la psychose dans l'esprit des populations. C'est malheureusement, bon, on ne peut pas dire ça ici, mais il faut relater les faits et informer les gens sur vraiment ce qui se passe et comment est-ce que les Ambazoniens gagnent du terrain. C'est peut-être triste, mais c'est la réalité. C'est peut-être douloureux, mais on devrait dire ça comme ça. Non, si, encore que ce n'est pas le premier établissement qui est incendié, et moi, ça me conforte dans la posture que j'avais toujours eue au commencement du lancement du plan d'assistance humanitaire. Aujourd'hui, j'allais dire 2 mois après la rentrée, on se demande très bien où est passé ce plan d'assistance humanitaire. Je me souviens que ce plan, souvenez-vous ici, on avait dit que une des priorités aurait été pas de désarmer les gens, mais au moins de rassurer et de ramener la paix au sein des populations. S'il s'agit de construire une école aujourd'hui qui va être incendiée demain, je crois qu'on va être en plein dans un mythe de Sisyphe, c'est-à-dire un éternel recommencement. Ils ne sont pas leur premier établissement incendié. Aujourd'hui, mettre de feu dans les internats, les hôpitaux, les écoles, etc. Et on a, avec ce tableau, ce kaléidoscope dans le sentiment qu'on est dans un no man's land. Et ce n'est pas beau, et ce n'est pas intéressant, et ce n'est pas rassurant pour les populations que nous sommes. Il faut bien qu'à un moment donné, je veux bien croire que les énergies vous comprenez bien que dans cet engrenage, le plan d'assistance humanitaire ne peut pas prospérer parce non, pas du tout. On peut attendre un moment, le temps de trouver une entente et le temps de retrouver la paix également pour pouvoir mettre la preuve, c'est que le plan d'assistance, depuis on n'en parle plus, tout le monde est en campagne, tout le monde est distrait par la campagne électorale, on n'en parle presque plus. Le plan d'assistance semble avoir été remis au calendrier grec et donc les populations continuent à souffrir le martyre, les écoles continuent à être incendiées, les enfants continuent à ne pas pouvoir aller à l'école et donc il faut bien que dans un moment donné on ait le courage d'hiérarchiser les priorités et de pouvoir définir ce qui est bien en premier pour nos populations. Aujourd'hui, de manière à ciel ouvert, les écoles sont incendiées. J'ai l'impression que ça ne dit rien. Et moi, je trouve ça assez inconfortable dans la mesure où on a oublié de croire que l'État est incapable, au moins, pas de mettre fin à la crise, au moins de sécuriser les populations. C'est tout ce qu'on demande, qu'on rassure. Mais si au fil des jours, on continue à aller enlever les gens dans les prisons, incendier les écoles, ça veut dire que j'ai envie de croire que c'est un État qui est à genoux. Et c'est dommage. Est-ce qu'on parlera de l'incapacité de l'État à pouvoir non, pas de l'incapacité. Je ne peux pas dire aussi, je ne peux pas laisser dire vous fondre. Puisqu'on parle de ce qu'on voit au quotidien, c'est des faits qu'on questionne. Non, je ne dis pas que l'État, je ne peux pas dire que l'État soit à genoux. Non, c'est impossible. Un État ne peut pas être à genoux. Mais moi, je dis. C'est l'impression qu'on a en tout cas. Oui, une impression peut être loin de la réalité. Voilà. Mais ce que je pense, et ce que beaucoup de gens pensent, c'est que nous nous trouvons dans une situation où il y a plusieurs bandes armées qui agissent chacun de manière indépendante. Et c'est ça surtout. Parce que quand on dit les Ambazoniens, c'est comme si c'est des gens qui étaient qui dépendaient d'un commandement central qui pouvait planifier les opérations, aller à tel endroit, aller à tel endroit, aller à tel endroit, ce qui n'est pas le cas. Là aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que il faut tout simplement comprendre qu'il y a énormément, il y a un énorme contingent de jeunes désœuvrés, de jeunes malfaiteurs, de jeunes délinquants qui réussissent à trouver une arme et à faire ce qu'on appelle du grand banditisme et du brigandage. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ils veulent donner l'impression qu'ils sont dans une logique de guerre civile ou une logique d'un combat juste. Mais ce combat ne peut pas être juste dans la mesure où ils s'attaquent à des populations innocentes, ils s'attaquent à des structures d'un État. Imaginez qu'eux, ils reprennent donc leur pays. Ils vont commencer à construire des lycées et des collèges, ils vont ramener les populations comment? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation de nihilisme qui est organisé par des gens complètement inconscients, qui font du mal à la société. Et manipulés? Manipulés, non, ils ne peuvent pas être manipulés. Ils sont manipulés dans la mesure où on leur dit qu'ils sont, mais regardez, qu'ils sont invulnérables, qu'ils sont invincibles. On leur fait faire toutes sortes de rites dans lesquels on leur dit que si on tire sur toi, tu ne meurs pas. Mais on voit les photos tous les jours de tous ces gars, de tous ces jeunes qui sont tués par des balles dans la tête. Non, il y a une manipulation là-dedans. Mais il y a aussi surtout un certain conditionnement psychologique qui est dangereux pour la société et pour eux-mêmes. Alors, dans une situation il est temps donc de mettre un terme à cela, à travers des dialogues, à travers des rencontres, à travers... Le dialogue dont on parle,
parle, Flavien Valondongo, c'est une belle formule, mais seulement comment aller chercher ces gars-là qui sortent de la cambrousse pour venir tuer les gens et pour retourner. Il faudra aussi savoir à qui parler, qui appeler à la table du dialogue et quoi, discuter de quoi. Non, le problème, on n'en est pas encore là. On en est au stade où aujourd'hui, ces gars terrorisent des populations, brûlent des commissariats, brûlent des écoles, empêchent les enfants d'aller à l'école, tuent des hommes en tenue, comme ça a été le cas ce matin à Limbé. On a tué 2 inspecteurs de police qui ont été attaqués dans un commissariat. Mais dans un commissariat de police aujourd'hui, avec l'atmosphère qu'il y a, il devrait y avoir au moins une trentaine de militaires autour de chaque commissariat, autour de chaque brigade de gendarmerie, pas seulement autour des domiciles des sous-préfets. C'est pour ça que la situation est tellement grave que la stratégie de contre-attaque aujourd'hui et de prévention doit être multipliée par 10. D'accord. Vous voyez que le doyen, vous me tendez le fouet pour vous battre. Si aujourd'hui dans un commissariat à Limbé, qui était un foyer de tension, dans un commissariat, vous retrouvez 1 ou 2 policiers, ça veut dire que l'État a abandonné. Ce n'est pas, on ne peut pas, je veux dire que le minimum qu'on puisse faire au moins, c'est de prévenir et de prendre disposition pour qu'on puisse au moins se défendre quand on est attaqué. On ne peut pas être en pleine foyer de tension et avoir 2 policiers, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, il faut peut-être rappeler aux gens que, non, nous ne disons pas aujourd'hui, parce qu'au degré de l'enlisement, du degré d'enlisement de la situation, du pourrissement de la situation, il est à peu près certain que mettre fin à cette crise comme ça, sur un coup de baguette magique, va être quasiment impossible. Oui, ça va être un processus, parce que la situation s'est tellement embrasée que mettre fin tout de suite va être compliqué. Il faut qu'on soit dans un processus de négociation pour apaiser et mettre fin à la crise. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, et je suppose que c'est un droit légitime, c'est au moins qu'on sécurise les populations, que les enfants puissent aller à l'école, en attendant que l'État ou le prochain chef d'État puisse mettre définitivement fin à la crise. Mais au moins, je crois que l'État actuel a le devoir de sécuriser les populations. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Le prochain chef d'État. Oui, nous passons à autre chose. On attend bien entendu au soir du 7 octobre, le soir qui, s'il y a un nouveau ou il y a toujours l'ancien de toute façon. Donc, on attend ce jour-là. Alors, la nouvelle instruction est restée sur le scrutin, puisqu'on parle du scrutin du 7 octobre. Fermeture envisagée de 6 écoles à Bastos. C'est ce que dit le journal. Sur cette question également, on a vu qu'il y a des élèves qui vont aller, des écoliers qui vont aller en congé, de manière forcée. Un congé forcé, mais un congé qui aujourd'hui dit son nom, parce que lors des élections précédentes, on ne nous avait jamais parlé de la fermeture de ces écoles. Peut-être qu'elles étaient fermées avant l'élection, mais aujourd'hui on réalise que parce que le chef de l'État va aller voter dans son bureau de vote à Bastos, il faut faire de la peinture, il faut refaire tout, il faut mettre des moquettes, il faut que le chef de l'État soit dans un confort optimum pour qu'il puisse aller voter. 7 ans après, parce qu'on a vu la même chose en 2011. En 2011, c'était le cas. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le bureau de vote de Bastos, c'est un bureau spécial. Moi, je pense que le chef de l'État est un candidat ordinaire comme tous les autres. Il est le candidat sortant. Mais au moment où il est en train de voter, il est un citoyen ordinaire qui vote. Bien évidemment pour lui-même. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on va mettre un confort paradisiaque parce qu'il vient voter. Et moi, je dis que ce sont les excès du protocole qui doit comprendre que ça ne sert à rien de mettre autant de confort dans une école où on n'a pas besoin de flonflon ordinaire ou extraordinaire pour que le chef de l'État vienne voter. Le chef de l'État qui est le candidat sortant, mais qui est un candidat, qui est un Camerounais ordinaire à ce moment-là. Parce que s'il n'était pas un candidat ordinaire, il ne voterait pas. Très bien. Alors donc, l'école, une semaine avant, plusieurs écoles seront fermées parce que dans les alentours, la sécurité va s'installer davantage. Bon, je pense que c'est un zèle protocolaire totalement inutile qui, en mon sens, traduit la fébrilité qui singularise le régime qui nous dirige. On n'a pas besoin de fermer 6 écoles simultanément pour que le président aille voter. Je pense que c'est... on pouvait très bien... Il a souvent voté à l'école publique parce que ce n'est pas la première fois qu'il vote là-bas. Et on pouvait très bien se contenter. Au moins de cette école-là, on vote un dimanche. Il n'est pas nécessaire de faire tout ce cinéma-là pour que... Alors, la situation sécuritaire actuelle peut booster... pour un vote qui ne prendra même pas 10 minutes après, pour un vote qui ne prendra même pas 10 minutes après, il sera parti pour que les enfants perdent près de 2 semaines d'école. Je pense que c'est un peu fort de café, c'est exagéré, on n'en a pas besoin. C'est un signe de fébrilité qui ne rassure pas, qui indique peut-être que le président est même en plein cœur de Yaoundé, il est toujours craintif, il a toujours peur. Moi j'avais rêvé, je suis de ceux qui avaient rêvé de voir le président Paul Biya
démarrer sa campagne dans l'une des villes du sud-est ou du nord-ouest. Mais manifestement, ce ne sera pas le cas. Et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Ce ne sera pas le cas. Donc, il ne va pas y aller. Voilà qu'aujourd'hui, même en plein cœur de Yaoundé, il est obligé de renforcer de manière brutale un dispositif sécuritaire parce qu'il va aller voter. Ça veut dire que même en plein cœur de Yaoundé, on est fébrile, on a peur. Oui, mais Guy avait et c'est inquiétant et c'est de nature à parlant de peur, la psychose de la population. Et parlant de peur, Yaoundé, ça dit qu'il y a un problème. Parlant de peur, on parle également dans le journal La Météo ce matin, on parle de gendarmerie avec une nouvelle salle de vidéosurveillance qui a été aujourd'hui qui est opérationnelle. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, lui, a inauguré la structure il y a quelques jours. C'est pour permettre d'être au parfum de tout ce qui se déroule à Yaoundé, dans les périphériques également. Est-ce qu'il y a un petit mouvement qui puisse inquiéter la population? On peut déjà détecter. Il ne s'agit pas d'une nouvelle salle de vidéosurveillance. Il s'agit de la première salle de vidéosurveillance. Parce que le bâtiment lui-même, il est vraiment impressionnant, en plein du secrétaire d'État à la Défense, avec du matériel de haute performance. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est que le début. C'est la première, on commence par Yaoundé. On va faire la même chose à Douala et dans toutes les autres grandes villes. Parce que si vous remarquez bien, à travers toute la ville, il y a des caméras de surveillance un peu partout. Maintenant, il y a des techniciens qu'on va former pour bien surveiller tous les coins de la ville. Et pour quel résultat, comme qui dirait? Non, mais vous savez, dans toutes les villes, la grande ville du monde, il y a des caméras de vidéosurveillance. Parce que ce sont ces caméras-là qui permettent non seulement aux services concernés de savoir ce qui se passe, ce qui peut se passer, ou comment est-ce qu'on peut suivre telle situation sans forcément être sur les lieux. Bon, je pense que c'est un signe de progrès. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va être expérimenté. Donc, ce n'est même pas tellement un exploit, puisque c'est des choses qui devaient exister au Cameroun depuis au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Alors, si ça arrive aujourd'hui seulement à la veille d'une élection, bon, ça veut dire qu'on a quand même fait, on l'a fait aujourd'hui, mais c'est un élément de plus pour renforcer la sécurité des personnes, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas complètement à la merci des aléas. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure à propos des écoles de Bastos, moi je veux dire qu'on ne peut pas dire que c'est Paul Biya lui-même qui est responsable de ce qui se passe. Il y a son protocole qui gère tout cela. Il y a son service de sécurité, parce qu'il y a ce qu'on appelle la sécurité présidentielle qui est autour de lui, qui gère sa sécurité. Qu'il y a un peu du zèle dans ce Il y a du zèle dans tout cela. C'est-à-dire que, comme il a dit Guy Hervé Foncan, on aurait pu uniquement mettre la sécurité là où dans la salle, dans l'école où le chef d'État allait voter. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal, il est le chef de l'État tout de même. On ne va pas le laisser se balader le jour de l'élection sans personne à côté. Mais le protocole et la garde présidentielle, moi je pense qu'ils ont fait un peu trop de zèle. Mais pour la gendarmerie, je pense que monsieur, le nouveau secrétaire d'État à la Défense est en train de booster les choses. Galax et Toga. Bon, on n'arrête pas le progrès. Osons seulement espérer que bientôt il y en aura une aussi à Douala. Mais Douala est tellement grand que je ne sais pas comment on va faire pour surveiller tous les coins et recoins de la ville de Douala avec les caméras de surveillance. Alors, campagne électorale, Paul Biya a-t-il tiré les oreilles de Jean Kouété? Parlant notamment de la mobilisation, le journal nous renseigne ce matin que le chef de l'État constate qu'il n'y a pas de grands meetings du RDPC sur le terrain. Mais qu'est-ce qui fait problème? Et le titre, si l'on s'en tient au titre du journal La Météo. Oui, non, il y a ce problème. Bon, peut-être une phrase rapidement pour la sécurité, pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut le dire aux Camerounais. Je me suis laissé dire que les grandes métropoles Yaoundé et Douala sont équipées de caméras et de vidéosurveillance pour sécuriser les populations. Sauf que les gens se font agresser en plein jour à Douala et à Yaoundé sans qu'on ne démantèle forcément qui a fait quoi. Donc l'idéal pour moi, c'est que cette caméra serve à quelque chose. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc si les gens continuent à se faire agresser à Douala en plein jour, sans qu'on arrête les agresseurs, j'ose croire qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il y a un problème. Bon, maintenant pour revenir au sujet principal, non, il faut dire que, vous savez, un meeting c'est comme une messe. C'est une rencontre entre un prédicateur, je vais dire le candidat et ses fidèles, et qui doit pas les convertir, mais qui doit les amener à adhérer à son église à lui. Donc plus ils sont nombreux, plus il a les chances de fédérer des gens autour de sa religion et de son église, avec une première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, comme les catholiques. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, depuis le début de la campagne, nous avons eu droit au plus à 2 meetings dignes de ce nom. Vous avez une foule qui a su faire foule. On parlera du meeting de Cabral au stade Cité Sicam, qui rappelait un peu les meetings de John Foundi en 1992. Ça me semblait assez un peu inédit. Donc, on dirait que ce stade Cité Sicam, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est un stade tout de même.
Donc vraiment, et d'autres... Bon, les autres partis politiques se sont contentés de faire des meetings dans les gares routières, les carrefours, etc. Donc ça n'a forcément pas eu le même impact, ça n'a forcément pas eu le même écho. Mais toujours est-il qu'en tapant dans la masse, on a quand même la chance d'attraper quelque chose, même si... Oui, mais ce n'est pas en ce moment que les gens vont s'inscrire sur les électorales ou avoir des cartes. Tout à fait, vous avez encore des gens qui... Tous ceux qui arrivent ne sont pas que des électeurs, il y a des badauds, il y a des curieux, vous avez les indécis, etc., qui peuvent, au cours des meetings, être séduits et changer d'avis. On est d'accord que l'influence ne suffit pas. Et j'ai appris il y a quelques jours que Camto annonçait un meeting au stade Omnisport. Donc c'est peut-être une démonstration de force qui permettra d'apprécier, de jauger la capacité de mobilisation de d'autres militants. Et le RDPC, et en ce sens, Paul Biya a raison d'interpeller Jean Couté, qui est le SG, qui estime qu'il n'a rien vu de gigantesque et de grandiose. Alors que je suppose qu'il a dû recevoir les images de Brenda, qui dit que mon papa regarde ce que les autres sont en train de faire, et puis... alors, Camille, nous sommes de l'émission. Voilà, donc il a dû se sentir heurté et demande à Jean Couté de se bouger un peu, de faire la chose différente. Voilà. Non, moi, je pense que l'état-major rapproché de Paul Biya doit lui avoir fait comprendre que le meeting de Cabral Libya Douala a été quelque chose d'inédit. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ça. Et ça a été quelque chose... Or, on n'a pas, parmi tous au milieu de ces équipes qui ont commencé la campagne, on se dit même qu'après le meeting de Cabral Libya, une réunion spéciale s'est tenue au palais de Toudi. Vrai ou pas vrai, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que ce meeting a frappé. Or, dans le pasteur également, il était... le compte rendu. Et un jour, ça doit être Flavien qui a fait le compte rendu du meeting. Et dans le meeting du RDPC, malgré la mobilisation, on réalise que c'est beaucoup plus des militants du RDPC que la population. Moi, je pense que le chef de l'État a dû dire que non. Comment on sait qu'ils sont militants? Parce qu'ils ont porté les pains. Non, qui portent des pains. Mais tout le monde peut porter le pain. Oui, je suis d'accord. Mais ça n'a pas été le cas chez Cabral Libya. C'est-à-dire que ce que le candidat président veut, c'est qu'il y ait la population, il y ait l'ordre, mais surtout il y ait la population. Et moi, je pense qu'à ce niveau, si vraiment il a tiré les oreilles à Jean Couté, c'est certainement parce qu'il a vu que ce n'est pas encore l'effet escompté. Non, je pense qu'il y a un marqueur fort, il faut le dire. J'ai rarement vu, depuis que c'est campagne, nous avons été habitués à voir les gens donner du riz et de la sardine aux électeurs. Et moi, j'ai vu un meeting où les gens cotisaient pour soutenir un candidat. Ça me semble assez inédit. Alors, laissons le son lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose ce matin. Merci à vous. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera la dernière de la semaine. Bonne journée à tous. La suite, c'est dans les kiosques. Allez, à demain.